Alors bonjour à vous, merci d'être là pour cette leçon 52 de la pousse de riz. Alors leçon 52, ça ne veut pas forcément dire qu'on va uniquement travailler ce support, on peut très bien revenir à la leçon précédente, c'était un peu l'idée aussi. Mais quoi qu'il en soit, on va d'abord commencer par une prise de refuge, puis ensuite on s'y met. Sangye che tang tsoge cho nam la chung chu paratu dani kyapsu chi dagi jin tsoge pe sun nam ki dro la pinchir sangye dro paraisho. Voilà. Alors, vous voyez que dans cette leçon, on a parlé des 5 aspects de la coproduction conditionnée extérieure, et là on aborde l'aspect numéro 2, l'aspect numéro 3, donc non nul et non transfert. Là, j'ai repris les termes utilisés par Philippe Cornu. Oui, c'est Philippe Cornu qui a traduit ce sutra. Après, bien sûr, on aura l'occasion de revoir ça. Pour le coup, c'est un poil plus long, l'extrait. Bon, c'est pas vraiment très long, mais c'est un petit peu plus long que le support de la dernière fois, parce que, disons, sinon, c'était très court. Donc, j'en ai mis 2, tout simplement. Jean-Marc, simplement, pour rappel, on n'a pas vu la leçon 51 encore. Oui, tout à fait. Non, complètement. On va revenir dessus. Même sur la leçon 50, il y avait une phrase que tu avais dit vouloir regarder. Qui était plus compliqué, ce dont tu as dit, c'est la dernière phrase justement de la leçon 50. Tu trouvais qu'elle était un peu plus ardue. Mais bon, c'est toi qui as fait le commentaire. Donc. Mais comme tu dis, on est dans un bac à sable. Donc. Oui, tout à fait. Mais en parlant de celle-là, je suis là dans la leçon 50. Donc ici, c'est celle-là. La ligne d'avant, oui, la ligne d'avant. La ligne d'avant. Comme quoi, c'était où? Parce que je m'en. À partir de Gyu. À partir de Gyu, Gyu a Gyu chung le debu et chiembung mbardubata. Ah oui. Ouais, ça c'est un passage intéressant. D'abord, avant de rentrer dans le détail de ça, vous avez travaillé sur quoi? Sur ce support-là, de la leçon donc 50 ou alors plutôt 51? Moi, j'ai plutôt travaillé les deux, mais 51, oui, les lectures sur 51. Très bien, ok. Et puis les autres, vous diriez quoi? Moi, j'ai essayé de me dépatouiller avec la 51. Ok, super, très bien. Donc dépatouiller autant dans la lecture de la compréhension ou l'analyse? La lecture, ça allait tranquillement, pas trop vite. Après, il y a des incompréhensions grammaticales que j'espère que tu vas nous éclaircir. Ok, ça c'est très bien, parfait. Bon, je vais pas faire un tour de table comme ça pour tout le monde, mais ce qu'on peut faire, c'est que dans ce cas, à moins que vous ayez tout à coup découvert quelque chose ou rencontré une difficulté particulière que vous avez envie d'éclairer avant qu'on entre dans le détail. J'ai une question. Oui, bien sûr, Géraldine, parfait. Je voulais juste savoir, Nyuku, ça veut dire pousse, germe. Est-ce que c'est synonyme du mot qu'on voyait au début du texte? Je crois que c'était jampa. Oui, oui, tu veux dire dans le titre même du sutra? Oui, on n'utilisait pas pour pousse et germe, c'était un autre mot. Je crois que c'est jampa de mémoire. Et je voulais savoir si ces deux mots étaient synonymes. En fait, malheureusement, j'ai pas vraiment la réponse parce que j'ai pas vraiment la réponse. C'est juste que j'ai l'impression, faudrait qu'on revienne à ce premier mot parce que je me demande si c'est au même sens que non, j'ai la peine à savoir si c'est au même sens que Nyugu. C'est plutôt la pousse dans le sens. Je me demande si ça n'a pas aussi le sens d'un épi de blé ou un épi de riz. Ah, c'est plus épi alors. À prendre avec des pincettes. Hein. Faudrait. Je vais reprendre. Bon, cela dit, je peux plus ou moins facilement trouver la réponse, mais attends, j'hésite. Est-ce que je rentre là-dedans? J'ai essayé sur des sites de traduction, j'ai pas réussi à trouver toute seule. Ouais, non, bien sûr.
Jean-Marc, ça serait peut-être un peu comme quand on dit Saint-Louis, qui est une variété de pousses de riz. Oui, alors en plus, il y a ça. Il semblerait que ça soit une variété de pousses de riz. Tu as tout à fait raison. J'ai vu aussi ça. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça. Nyugu, en tout cas, Nyugu, ça c'est vraiment un terme générique qu'on peut utiliser pour n'importe quelle pousse de n'importe quel type. Alors, c'est possible que le titre, ce serait intéressant de voir, parce que le titre, c'est en sanskrit Salistamba Sutra. Est-ce que c'est... Oui, parce que c'est toujours Salistamba Sutra. Je crois que c'est ça. Il faudrait voir et si vraiment le terme dans le titre fait référence à quelque chose de très précis. Allez savoir, c'est peut-être du basmati ou j'en sais rien. C'est quelque chose. Mais Nyugu, par contre, Nyugu, c'est vraiment n'importe quoi qui est une pousse, on peut dire Nyugu. Là, on a vraiment ces deux mots qui sont très fréquents, Sabun et Nyugu, hein, la graine, la pousse. On joue autour de ça, hein, la graine, la pousse, pour essayer de comprendre en gros la manière dont s'établit une corrélation ou une causalité entre l'une et l'autre. Parce que le fond de l'affaire, encore une fois, c'est de comprendre comment les phénomènes surgissent. Et ça, c'est le principe de Tenjung, c'est-à-dire la coproduction conditionnée, qui va expliquer comment les phénomènes surgissent. À partir de là, ça va nous permettre aussi de comprendre comment s'établit ce qu'on appelle la vacuité. C'est complètement lié, hein, parce que quand on comprend la coproduction conditionnée ou l'interdépendance, on comprend la vacuité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les phénomènes ne peuvent pas exister d'une manière autonome. Ça, c'est la définition la plus simple de la vacuité. Et en même temps, c'est très bien de la comprendre comme ça, parce que c'est une compréhension basique, certes, mais assez efficace, parce qu'on le voit tout simplement que voilà, les phénomènes vont toujours être dans un rapport d'interdépendance. Donc, ils n'existent pas par eux-mêmes, ils n'existent pas d'une manière autonome. Et c'est pour ça que les deux sont corrélés. Interdépendance et vacuité. Et en fait, le sutra prend cette question de tous les côtés pour essayer de la traiter, de la comprendre. Là maintenant, si on rentre dans cette phrase que l'on... Voilà, et tu le rappelais Fabien, que j'avais dit donc qu'elle me semblait un peu plus compliquée. Elle n'est pas vraiment plus compliquée que les autres. C'est simplement qu'elle fait intervenir ces particules que vous avez plus ou moins vus. Je vous ai donné des documents sur deux de ces particules, T et lait. Vous vous en souvenez, vous avez ça, peut-être dans la leçon 50, je ne me rappelle plus, parce qu'il y a tellement de matière au bout d'un moment, je ne me rappelle plus ce que je vous dis, dans quelle leçon. En plus, il y a 3 cours, donc je me mélange les pinceaux. Mais je sais par contre que je vous ai fait ce document pour vous présenter ces deux particules, T et lait. Et ce que l'on peut retenir de lait, même si ça a plusieurs fonctions, c'est l'idée alors fondamentale de source, d'origine, et son usage de comparatif. Ici, on est dans le comparatif qui n'est pas loin de sa fonction de base, pour dire l'origine. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? On dit « gyu chung tu le », ça veut dire « gyu » c'est cause, « chungmu » c'est petit, tout simplement. Un mot très connu, ou plutôt, c'est pas une question de connu, très usité, familier en tibétain, c'est chung chung, pour dire petit. Ça, c'est la manière familière de le dire. Chung chung. Vous dites chung chung. Chung, c'est petit. Ici, ça, c'est, on pourrait dire, une particule finale. C'est vraiment une forme très littéraire. Vous dites pas ça en tibétain parlé, mais quand vous voyez une lettre comme ça, qui ressemble très sérieusement à la lettre qui précède, donc chungmu, on peut traiter ça même grammaticalement, mais il n'y a pas besoin de rentrer là-dedans. Ça veut dire simplement une toute petite. C'est juste une manière d'insister. C'est comme, on le dirait, en italien, c'est très frappant, parce que par exemple, piccolo, ça veut dire petit, et puis si vous dites piccolina, ça veut dire, c'est la petite, la toute petite. Hein, où vous avez... Est-ce qu'en français, je trouverais ? Ça souligne, en fait. Ça souligne.
Ça souligne la petitesse. Est-ce qu'on a un exemple de ça en Muscule. français? Comment? Muscule. Ouais, mais ça, c'est un autre mot. Ah oui. Tu sais, là, l'idée, c'est qu'on rajoute quelque chose derrière le mot pour... Très petite. Oui, très alors il y a petite. très, mais ça encore, on rajoute quelque chose. Mais Petit et petit tout. Voilà, Ouais. Mignonnette, si on veut dire mignonne, voilà. mignonnette. Oui, mais alors ça, c'est des synonymes, mais ça serait plutôt petio, c'est-à-dire on va utiliser quelque chose qui est une altération du mot de base pour... mais en français, c'est moins parlant que par exemple en italien ou en espagnol. Espagnol, c'est bon, oui. Ah bah oui, là-bas, en espagnol, Fabien, tu as plein d'exemples avec ça. Chico, chiquin, on transforme. Toi, tu vas redoubler, tu vas redoubler le sens de petit. Ben, c'est en fait exactement le procédé ici en tibétain. C'est-à-dire qu'en mettant le nga shapkungu, qui est vraiment comme une espèce de répétition du son, chungu, chungu, c'est une manière de dire vraiment très petite, toute petite, la petite, la toute petite. Donc Gyu Chumu, ça veut dire une toute petite cause. Tout simplement. Une toute petite cause, et on a les. Et les, c'est la particule. Donc, alors évidemment, dès qu'on veut faire du rendu, c'est-à-dire de la traduction en français, ça peut devenir un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas trop, voilà. Mais il faut rester au sens, on pourrait dire fondamental que ça indique. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'à partir d'une toute petite cause, ou en comparaison à une toute petite cause, un résultat peut être très grand. C'est ce qu'on est en train d'essayer de dire. Parce que debout, vous savez ce que c'est? Ça, c'est un problème de vocabulaire uniquement. Oui, c'est le fruit. Bravo, le fruit. Ça me donne l'occasion de vous rappeler que le vocabulaire, ça fait partie, on pourrait dire un peu du boulot. C'est de vous mettre de côté des mots pour enrichir votre vocabulaire progressivement. Ça ne veut pas dire que tous les mots, vous devez les retenir, mais par exemple, debout, c'est quand même un truc, on pourrait dire que ça fait partie des mots favoris, ou des mots-clés. Pourquoi? Parce que fruit, c'est tout le temps. Si vous voulez dire, vous parlez des fruits du karma, du résultat, vous dites debu. Donc, c'est à multiples entrées, c'est très fréquent. Donc, ça, c'est vraiment un mot dans tous les textes bouddhistes, vous allez retrouver debu. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, vous pouvez le mettre dans votre liste de mots favoris. Donc, on est simple. Jean-Marc? Oui. On parle de tout petit, on a l'équivalent avec grand, puisqu'on voit oui, on pourrait dire là j'ai pas le mot, mais il suffirait peut-être Tchenou, ou je sais pas, il faudrait voir. C'est l'usage. Pardon? C'est l'usage du ladon pour non, mais là, on n'est pas vraiment dans une histoire. Non, on n'est pas dans une histoire de ladon. Là, c'est vraiment juste une manière de redoubler le sens. Est-ce que petitement, ça pourrait être. Oui, petitement, bon, mais non, mais là, parce que c'est un an, parce que là, c'est un adverbe. Donc, non, là, on est vraiment en train de redoubler le sens de petit. Pour grand, Chendu, non, Chendu. Non, là, j'ai pas. Ça me vient pas du tout, parce que c'est pas non plus très usité, donc j'ai pas l'habitude de ça. Oui, il y a le problème de l'usage aussi. Ouais, c'est clair. Là, on est dans un contexte très littéraire. Encore une fois, vous avez peu de chances de rencontrer ce genre de construction. C'est juste, comment dire, faut réussir quand on voit ce genre de choses, de pas se noyer dans un truc qui vaut pas la peine, quoi. Parce que ce qui importe surtout, c'est la particule. Ça, c'est une question de méthode. Si vous voyez une particule, vous savez que de toute façon, vous êtes en train de faire une comparaison à partir de ce qui précède. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir comme construction. Et puis ensuite, quand vous voyez cause et vous voyez petit, ça veut dire que vous en déduisez qu'on parle d'une petite cause, de toute façon. C'est pour ça que, maintenant la forme est assez peu usitée, mais maintenant la logique, elle est assez simple. Et là, vous avez Jebu, vous avez le fruit, et puis vous avez Chenpo, vous avez grand, tout simplement. Donc Jebu Chenpo, c'est un grand fruit. C'est un grand résultat. Une chose qui peut être intéressante, c'est de voir que vous avez le mot, puis après vous avez l'adjectif. Et en tibétain, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous voulez dire une grande maison, vous dites Kampa Chenpo. Donc vous mettez l'adjectif après.
Si vous voulez dire une maison blanche, campa carpo, voilà, vous mettez l'adjectif de couleur après. Donc voilà, bon, c'est pas très compliqué. Mais disons qu'ici, c'est une structure simple. La seule chose, c'est qu'il faut prendre un peu l'habitude du lait, comme construction comparative. Mais construction comparative, mais aussi provenance, parce qu'on est vraiment clairement en train d'utiliser le sens fondamental de lait. Ça veut dire la provenance, ça veut dire un grand résultat peut provenir d'une toute petite cause. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Voilà, il n'y a pas tellement d'autres choses à dire, si ce n'est, ça c'est un groupe de mots qui est un syntagme verbal et qu'on a pas mal rencontré depuis le début, c'est ngunpardupa et qui nous permet, en fait, ce syntagme verbal, il est rendu possible grâce à la particule ra qui est ici au milieu et qui est un latin, une particule oblique, et qui nous permet de dire qu'en fait, il y a un dup, c'est accomplissement, ngun, c'est manifeste. C'est un peu comme si on dit quelque chose qui est rendu manifeste, rendu ou qui apparaît comme manifeste. Et le principe d'un syntagme verbal, c'est de pouvoir lier deux verbes grâce à cette particule, ce type de construction qu'on retrouve au milieu, par à par, qui est très très fréquent. Et vous avez deux verbes, un verbe à gauche, un verbe à droite, qui en général, leur sens est très proche. Et quand vous dites ngunpardup, parce que dup c'est un verbe, on pourrait dire, c'est presque un verbalisateur. Verbalisateur dans le sens, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans des constructions de groupes verbaux et dans de multiples usages. C'est de la même manière, vous avez c'est ce qu'on appelle des verbalisateurs. C'est par exemple, un verbalisateur en français, ce serait la terminaison ER. Ski, skier. Ouais, quoi, bon, après, tous les verbes en ER, si on veut. Les verbes en ER. Je dis pas que la terminaison en ER, c'est un verbalisateur en français. C'est juste une manière d'utiliser un verbe. On en a trois surtout pour les verbes volitifs. C'est, voilà, par exemple le verbe faire. Et avec le verbe faire, vous pouvez lui coller plein de trucs avant et ça va donner un verbe. Par exemple, si vous prenez l'objong, ça veut dire les études. Et si vous dites l'objongche, ça veut dire faire des études. Tout simplement. Donc vous créez un groupe verbal. Mais bon, il n'y a pas besoin faut pas en faire un truc compliqué. C'est juste que là, on peut identifier une construction très classique dans les textes de type sutra, etc., dans les textes classiques, qui est le par à par, au milieu, donc, comme ça, d'un syntagme verbal, qui est un groupe de mots, un groupe verbal. Donc, ngunpardupa, ici, vous identifiez ce que c'est ici? Le pas tout seul? Un nomalisateur, enfin, voilà. Un nomalisateur. Nomaliser, un nominalisateur, nominaliser. Oui, tu as tout à fait raison. C'est un nominalisateur. C'est une particule qui va permettre de nominaliser un verbe. Et donc, si le verbe c'est rendre manifeste ou faire se manifester, eh bien, si vous mettez un nominalisateur, c'est comme si vous le disiez, si vous l'exprimiez au participe passé, c'est-à-dire manifester. C'est quelque chose qui s'est manifesté, quelque chose qui s'est présenté, quoi, etc. Ça, après, justement, c'est des histoires de choix de traduction. Mais quelque chose qui s'est manifesté. Oui, un petit détail, donc oui. Ici, le nomalisateur, il nomalise tout le syntagme verbal, pas seulement celui qui est juste avant. Complètement. Tout le groupe. Tout le groupe. Et ça, c'est très bien que tu soulignes cet aspect, Patrice, parce que le nominalisateur, il a toujours ce pouvoir. Tu peux vraiment avoir un groupe de mots à rallonge, mais vraiment à rallonge. Et tu mets un pas derrière, boum, c'est nominalisé. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien dire, imaginons qu'on parle de quelqu'un,
on pourrait parler de un coureur de marche à pied effréné. Et puis, on mettrait un pas derrière, et puis ça devient un bloc. C'est-à-dire, on parle de celui-là. Hein, on parle de celui qui arrive toujours en sautillant et en marchant. Non, c'est des exemples nuls, mais c'est juste pour dire qu'on nominalise une idée. Donc là, on nominalise un verbe. Donc à partir d'un verbe, on parle de quelque chose qui s'est manifesté, tout simplement. Et c'est bien de savoir que ça s'emploie vraiment pour un groupe de mots et pas seulement pour dup. C'est pas seulement dupa, c'est nun para dup. C'est pour ça que là, le parapar, c'est bien de le repérer. Mais vous l'avez déjà repéré parce qu'on l'a vu, des dizaines de fois déjà dans le sutra. Hein. C'est juste, bon, bien se dire que, voilà, on l'a maintenant identifié, il faut s'en souvenir. Mumpa-dupa. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire en disant Mumpa-dupa, quelque chose qui s'est manifesté? Ben, on dit que, eh bien, il est possible d'avoir de grands résultats à partir de petites causes qui se manifestent, tout simplement. Ou d'avoir des fruits, de grands fruits manifestés à partir de petites causes. Ça, encore une fois, la forme que prendra votre traduction, c'est pas notre problème du tout. Pour l'instant, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. On a intérêt de beaucoup mieux comprendre la structure. Maintenant, après, là, on a une traduction. Vous pourrez, de toute façon, ce sutra, on va le traduire encore des dizaines de fois avant d'avoir une version qu'on va reconnaître comme étant la version. C'est ce qui s'est passé au Tibet. Hein. Au Tibet, il faut savoir que les sutras, ils ont été traduits. Puis après, à un moment donné, il y a eu une décision royale qui a dit « ça, c'est la version officielle ». Point. Et puis voilà. Mais dans les anciens textes, vous avez plusieurs traductions. Oui. L'ensemble veut dire manifestation, accomplissement, et num tout seul, numpa tout seul. Ah, munpa, c'est quelque chose qui devient manifeste. D'accord. Mais là, normalement, vous le retrouvez dans le vocabulaire. Hein. Si vous allez un peu fouiller, vous allez retrouver ça, je pense. Je me rappelle pas de tout, hein, parce que je me rappelle pas de tout ce que je vous écris, mais normalement, me connaissant, j'ai dû mettre un munpa qui apparaît comme mot pour dire manifester. Munpa. Vous allez le retrouver, ben ça c'est l'intérêt d'une langue monosyllabique, c'est-à-dire vous allez retrouver munpa dans d'autres mots. Pour dire, par exemple, je sais pas, vous pouvez dire mener pour dire vraiment. Vous allez retrouver ce mot dans d'autres mots, avec toujours l'idée du manifeste. Drup, c'est le mot qui veut dire accomplir, mais ça c'est la forme non volitive. Ça veut dire que quelque chose s'accomplit. Non volitif, je vous en ai déjà un peu parlé des verbes. Ça vous dit quelque chose, non volitif, volitif? Oui, hein, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est une catégorie grammaticale importante. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce sont des verbes d'action où l'action se manifeste, même sans intention volontaire qu'elle se manifeste. Et donc, ici, dans le contexte qu'est le nôtre, c'est-à-dire le sutra de la pousse de riz, ça, c'est très important, extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les phénomènes se manifestent sans volonté propre. Il n'y a pas d'agent. Le grand truc derrière cette coproduction conditionnée, et ça c'est le grand truc bouddhiste, c'est de dire non, il n'y a pas d'agent. C'est penser sans penseur, ce fameux titre de Mark Epstein, voilà. Mais bon, ça on est dans la philosophie bouddhiste de base. Hein. De base, on n'a pas fini quand on a dit que c'était une philosophie bouddhiste de base, parce que c'est la chose la plus compliquée à comprendre pour nous, pour tout le monde d'ailleurs. Hein, comment il est possible de faire des actions sans acteurs? Ça, c'est un truc, franchement, ça nous dépasse tous complètement. Parce que dans notre réalité, c'est exactement le contraire. On a l'impression d'être tout le temps acteur. Donc, oui, Patrice? Oui, dans notre réalité, en tant qu'humain, mais j'essayais de trouver un verbe en français qui était non volutif, mais pleuvoir. Pleuvoir, c'est non volutif. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Bien sûr, il y a des tas de verbes où on va constater, on fait un constat de quelque chose, c'est très bien, très bon exemple. Pleuvoir, complètement. Croître,
pareil. Hein. Accroître, c'est autre chose, mais croître, c'est quelque chose qui croît. Donc, même couler à la rigueur. Hein. Couler, ça coule. Donc, c'est non volitif. Il y a des tas. On a ces catégories. Simplement, on ne classe pas les verbes de cette manière-là. En tibétain, on les étiquette comme ça. Sauf quand on coule un bateau. Exactement. C'est pour ça que la même forme verbale, mais tu ne crois pas si bien dire, la même forme verbale en français, elle peut avoir les deux sens. Alors qu'en tibétain, on va distinguer, on va les écrire d'une manière différente. Parce qu'on va vraiment toute la difficulté des différences entre le français ou l'occidental et le tibétain. Complètement. Et c'est pour ça que c'est, à un moment donné, bon, on l'a déjà abordé, mais on peut vraiment dire que cette catégorie grammaticale ou verbale, elle est fondamentale pour comprendre le contexte de ce qu'on est en train de dire. Et ici, dès lors qu'on a repéré que ça c'est une forme non volitive, c'est ha-ha. C'est-à-dire, c'est ça le réflexe, c'est de se dire, ouh, là il y a un indice, un très gros indice. Là, c'est l'éléphant dans un jeu de quilles ici. On ne peut pas le rater. Et ça, c'est important de ne pas le rater. Parce que ça nous dit tout de la manière dont on est en train de concevoir. On parle de quelque chose qui se manifeste, mais on ne sait pas trop comment finalement, au départ, pour nous. Voilà, bon, voilà, vous avez compris. Comme quoi, vous voyez, oui. Comment on peut distinguer un verbe volitif de non volitif dans l'écriture? Alors là, écoute, il doit y avoir des trucs, ça c'est vrai. Un des trucs, c'est que souvent dans les verbes volitifs, on va voir un ça. On voit un ça, la présence d'un ça. Par exemple, on va regarder Joop, mais Joop, je pense que vous l'avez déjà regardé pas mal, mais on peut prendre Joop. Attends. On va juste regarder ce que là, ça va nous permettre. Non, ça ne va pas nous permettre ça, c'est pas terrible. Bougez pas, là, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, voilà, on va prendre ça. Voilà, verbe double. Voilà. Alors là, vous voyez le verbe joop, c'est une tartine. Hein. C'est une tartine parce que c'est un verbalisateur. Vous le trouvez dans tous les cas de figure. Voilà, bon, voilà, bref. Vous avez le joopa. Alors là, simplement, là, je peux pas utiliser mon signet. Hein, donc, je peux pas souligner les mots. Mais vous voyez, forme intransitive. Ça, c'est comme ça que Tony Duff parle des verbes. Mais maintenant, on parle plutôt de verbes volitifs et de verbes non volitifs. Donc ça, c'est un verbe volitif. Pourquoi c'est un verbe volitif? Parce que on va pas passer notre temps de la leçon avec ça, rassurez-vous, mais on a 4 formes. Et quand un verbe a 4 formes, ça veut dire que la dernière forme est une forme impérative. Ok. Donc ça, c'est un bout de la réponse, Philippe. Quand un verbe, il a 4 formes, c'est impératif. Après, comme tu vois ici, le verbe, il est construit avec le ça. Alors franchement, dire que c'est le signe caractéristique d'un verbe volitif, ça serait un peu gonflé de ma part, parce que c'est écrit nulle part, noir sur blanc comme ça. Mais à l'usage, il se trouve que, alors j'ai pas fait de statistiques, hein, parce que évidemment, faire des statistiques avec tous les verbes tibétains existants, ça me prendrait beaucoup de temps. Mais, très souvent, on va trouver la lettre sa dans la construction d'un verbe volitif. Alors, encore une fois, beaucoup de prudence sur cette règle qui n'en est pas une, mais on voit une différence de ce type. Ça, il n'y a pas de doute. Alors maintenant, à part ça, je ne peux pas répondre mieux à cette question, c'est impossible. La réponse la plus technique, c'est que un verbe volitif peut, en général, il a toujours 4 formes, des fois des formes identiques, hein, cela dit, mais il a toujours un impératif. Un verbe non volitif n'a pas d'impératif. Ça, c'est impossible en tibétain. Ce qui fait, je vous l'avais déjà dit, mais dire à quelqu'un « fais de beaux rêves », en tibétain, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu peux pas utiliser le verbe rêver à la forme impérative. C'est pas possible. Tu peux pas commander de rêver. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est non volitif, justement. Donc, tu peux commander de faire, du genre « fais ». Ça, oui, tu peux être impératif. Mais tu ne peux pas être impératif avec quelque chose
qui n'a pas de maîtrise, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'acteur, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, par exemple, s'élever, le soleil qui s'élève, tu peux pas dire lève-toi. Non, tu peux pas dire lève-toi. Parce que le fait de s'élever, c'est comme tu peux pas dire arrive. En français, tu peux dire arrive. Tu peux à la rigueur le dire, tu vois. Mais en tibétain, tu peux pas. Parce que tu peux être sûr quand tu pars, mais tu n'es pas sûr quand tu arrives. Donc, le verbe arriver est non volitif, évidemment. Donc, on va tout le temps utiliser ces catégories verbales pour préciser quelque chose dont je vous ai parlé un nombre de fois incalculable, c'est que le tibétain est une langue égophorique. C'est-à-dire c'est une langue qui dit comment le je sent la situation. Et donc, c'est une information qui donne à son interlocuteur. Donc, si je fais un choix d'un verbe volitif, j'exprime l'idée comme quoi il y a eu une volonté. Si j'utilise un verbe non volitif, je dis à mon interlocuteur qu'il n'y a pas eu de volonté. Donc, je fais le choix entre, par exemple, à l'origine, il y avait une petite distinction sonore, c'est-à-dire qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle un verbe causatif et résultatif, comme par exemple casser une tasse. Donc, cha-son pour casser et cha pour pas casser de manière volitive. Donc voilà, ça c'est aussi une différence. On va utiliser dans certains cas, des lettres expirées. Cha-son pour casser et cha pour couper, trancher, casser de manière volontaire. Voilà. Mais bon, le but c'est pas de passer trop de temps là-dedans. Donc voilà, résolu. Maintenant, donc vous avez travaillé surtout sur la 51, c'est bien ça? Donc vous êtes super au point sur la 51, c'est génial. Et comme ça, vous aurez le PDF donc pour travailler à la 52, c'est génial, parfait, parfait. Alors, la 51, il y a quand même pas mal de choses. Et vous avez peut-être eu le temps de regarder à la fin l'histoire sur les particules, là, le Qiang, Ang, Yang. Bon, c'est sûr que quand on a envie de prendre du repos, c'est peut-être pas la chose qu'on fait. C'est peut-être pas de lire la partie sur la particule. On est bien d'accord. On fait autre chose. Mais de temps en temps, si vous pouvez juste le lire comme ça vous familiarise un peu à ces notions. Parce qu'on va retrouver bien sûr beaucoup de ces particules à gauche, à droite, tout le temps, vous vous en doutez. Donc, ça va être utile de savoir à peu près quand même ce que ça signifie. Mais après, on les voit dans le contexte. Pour nous, premier exercice, c'est un exercice de lecture, évidemment, pour avoir suffisamment d'aisance pour ensuite faire de l'analyse. On fait un tout petit bout de lecture, puis ensuite de l'analyse. Qui veut faire le bout de lecture? Ouais, je peux faire. Ah ouais, Philippe. Mais ouais, vas-y. Alors on va faire deux bouts de lecture, Claire et Philippe, parce qu'il y avait Claire aussi qui a réagi presque simultanément. Alors Philippe, tu commences parce que j'ai l'impression que tu étais avant. Il y a une photo, il y a un appareil de photo qui se déclenche automatiquement sur la ligne d'arrivée, c'est pour ça. Vas-y Philippe, pas de problème. De toute façon, il y en a assez. Donc tu fais, je sais pas, jusqu'ici par exemple. Puis Claire, tu feras la suite. On t'écoute. Alors, Chita, Takpar, Mayin, Shena. Bravo, impeccable. Kanki, Chir, Nyugu, Yang, Nam. Ça c'est pas Nam, hein, c'est Shen. Pardon, Shen. Shen là. Bravo. Sapen, Yang, Shente. Très bien. Nyugu, Kang, Yinpa, Teni, Sapen, Mayin là. Impeccable. Là, tu fais une lecture rythmée avec le respect des particules. Ah, ça, c'est très bien. Continue. Sapen, Kakpa, Le, Nyugu, Jungwa, Mayin. Wow, ça, c'est top. Alors, Philippe, tu as bien bossé là. Un peu. Ouais, tu as travaillé, ça se sent. Parce que la lecture, justement, elle respecte les particules. Donc là, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression déjà de... ouais, tu as raison, hein, Patrice. Ça vaut un petit clap. Là, je suis complètement d'accord. Ça vaut un petit clap. Non, c'est très bien. Parce que c'est...
c'est un peu le but. C'est-à-dire que si on étudie les particules, c'est pour nous permettre, non pas de bien lire, c'est pas le but en soi, mais c'est de nous permettre de comprendre la structure. Ça, vous avez compris à force de le répéter. Mais du coup, quand vous lisez, on l'entend. Parce que si, par exemple, on disait Nyugu Kang Yinpa, ça c'est juste. Mais si on disait Nyugu Kang Yinpa, ben là, c'est sûr que vous n'avez pas compris ce que vous lisez. Donc, ça marche pas. Ça marche pas au niveau du sens. C'est pour ça que toute cette partie-là, elle est super importante aussi après. Parce que ça, c'est le repère des particules et c'est la structure du texte. Donc, vous pouvez vous entraîner aussi à lire dans cette partie. Ça, on pourrait dire, c'est le bac à sable, dans le sens là, vous n'avez pas de repère. Vous êtes obligé de les trouver, quoi. Mais si vous n'y arrivez pas, il y a Béatrice qui nous rejoint. Coucou Béatrice. Si vous les avez pas, vous les avez là, les repères. D'accord? Et puis, en fonction des repères, votre lecture, elle change, forcément. Très bien. Claire, on te laisse poursuivre à partir de Ma. Ah, ouais, micro, non, c'est tout bon. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ça roule. Bon. Magakpa, Lekyang, Mainki, Sapenyang, Gakla, Teniki, Tse. Teniki, Tse, parce que c'est un génitif. Teniki, Tse. Ouais, parce que si tu fais Teniki, ça fait penser à un négatif instrumental, forcément. Teniki, Tse, ça fait penser à un génitif, tu as raison. Continue. Teniki, Tse, Nyukuwang, Junte. Très bien. Là, c'est plutôt yang que ang. Hein. Mais bon. Yang. Mais ça va. Yang. Junte, très bien. Techir, Trakpama. Là, Teichir, là, il y a un génitif. C'est bien de le marquer quand même un peu. Teichir. Teichir, Takpar, Maïno. Très bien. Le Maïno est bien sorti. Maïno. Impeccable. Parfait. Là, voilà. Ça, c'est de la bonne lecture qui permet ensuite de faire de la bonne analyse. Disons que ça facilite. Hein. Voilà. Donc, pour toi, Frédéric, je pense que tu captes bien parce que tu es un faux débutant, à mon avis. Donc, maintenant, peut-être il n'y a pas la connaissance de toutes les particules qui permettent ça, mais tu repères en fait l'avantage de ça, tu le comprends bien, tu lis bien, c'est bon pour toi? Oui. Mais je t'avoue que j'y passe pas beaucoup de temps en ce moment, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, on a des vies qui sont ce qu'elles sont. On n'a pas toujours le temps, moi non plus, de consacrer toujours à tout ce qu'on veut. Donc, pas de souci. C'est pour ça que si déjà il y a suffisamment de repères pour pas se sentir perdu, ça c'est important. Pour toi, Jacqueline, pareil? Tu te sens pas perdu là-dedans? Je manque le vocabulaire, c'est sûr. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est juste déjà voir si, au niveau de ce que vous ressentez quand il y a des lectures comme ça, si vous êtes, si vous n'êtes pas trop perdu. Véro, pareil, même question. Ça va? Je pense que ça va. Oui, ça va, plus ou moins. J'apprends. Oui. Non, mais bien sûr, il y a des éléments qui vous manquent. Mais si vous n'êtes pas trop largué. Non, parce que vous êtes des faux débutants. Hein. En général, les vrais débutants qui vraiment n'ont jamais fait de tibétain, ils viennent pas forcément dans le cours intermédiaire. Donc, et c'est normal d'ailleurs, hein, parce que c'est bon, voilà. Ok, très bien. Donc, à partir de là, on va essayer de faire un peu d'analyse, c'est-à-dire d'analyse du repère de particules, tout simplement. Le repère de particules bien avant de traduire. Donc, Joël, voudrais-tu, Joël, Géraldine, Béatrice, on vous entend pas souvent. Joël, est-ce que tu voudrais bien nous faire part? Alors même si tu tâtonnes, hein, et tu tâtonnes peut-être même pas tant que ça, j'en sais rien, mais sens-toi à l'aise de juste nous dire un peu comment tu perçois les premières lignes là, qu'est-ce que tu repères comme particules ou pas? Sur la première ligne, la première particule que je vois, c'est le Ma. Le Ma,
Très bien. Avant le yin, donc Ouais. n'est pas. Très bien. Maïn, impeccable. Ça, c'est un Et très puis, bon il repère. me semble que le na qui finit ce petit bout de phrase, c'est aussi une particule. Oui, tout à fait. À part que, c'est vrai, c'est une particule, il n'y a vraiment pas de doute. Maintenant, c'est une particule qui peut se traduire en général par le mot si. Donc Ouais. si, voilà. Mais là, on est presque face à une construction idiomatique. Est-ce qu'il faudrait que je dise idiomatique? Peut-être, parce que c'est une construction. Quand on dit, par exemple, Maïn Shena, en l'occurrence, quand on dit Maïn Shena, on est en train de dire, si on dit que c'est pas, et c'est ça la construction idiomatique. C'est-à-dire que quand on dit Shena, c'est une manière de dire, si on dit que Maïn, si on dit que c'est pas, et puis voilà. C'est à prendre comme une espèce de construction idiomatique. Et je vois pas mieux comme manière de décrire cette chose. Parce que si on la prend vraiment comme une particule, et si on se dit, ah, c'est une particule qui peut se traduire par si, ça nous fout un peu dedans, parce qu'on rentre trop dans le détail. Et puis, bon, alors cela dit, oui, ça peut nous aider si on comprend qu'on est en train de faire une proposition, du genre, si on dit que, et ça marche. Mais on n'a pas besoin de souligner le si. Bon, bref, c'est pareil. Si on dit que ou on dit que, voilà, pareil. Alors, Maïn Shena, très bien. Est-ce que tu vois toujours sur la première ligne, qu'est-ce que tu vois d'autre, Joël? Eh bien, justement, j'avais une question. Tu vois, le Kangichir, ouais. Le Kang, il me semblait que c'était un interrogatif, en fait. Tout à fait. Hein, voilà. Et le Chir, la raison. Absolument. Et donc, du coup, je m'étais dit, mais le kick au milieu, alors c'est quoi? C'est un génitif? Alors, de nouveau, c'est presque la même réponse que j'ai faite pour le na. C'est-à-dire que oui, formellement, c'est un génitif, mais on n'a pas besoin de le prendre au sens propre de génitif. Non, disons, on pourrait, mais si on le prend vraiment au sens propre de génitif, Kang, c'est un mot interrogatif qu'on peut traduire par quel que soit, voilà, c'est dans cette idée-là. Chir, c'est à cause de quoi que ce soit. Mais bon, ça nous donne un truc un peu bizarre. Mais Kang et Chir, on peut le traduire par quoi qu'il en soit. Après, on peut de nouveau l'utiliser comme une construction idiomatique. Mais évidemment que, grammaticalement parlant, c'est un génitif, ça c'est sûr. Et à cause de quoi que ce soit. C'est comme dans la première phrase, du coup, on peut dire qu'il y a plein d'autres particules. Oui, il y a le dénominalisateur, il y a le ladon. Complètement. Tout à fait. Pour chitar, pour takpar, tu as complètement raison. Qu'est-ce que tu peux dire, Philippe, d'ailleurs, sur le takpar avec le rap? Et ensuite, je te redonne la parole, bien sûr, Joël, pour que tu continues sur la deuxième phrase. Takpar, takpa, c'est la manière ainsi, la manière, le ra, donc, ça va en direction, ce n'est pas, c'est-à-dire que Mayin pas, il va en direction de takpa, en fait. Oui, on peut le voir comme ça. Ça, c'est une possibilité de l'analyse. Là où ça devient un peu subtil, c'est que quand on dit takpa, ça veut dire toujours. Mais quand on dit takpar, ça a la fonction adverbiale. C'est-à-dire que, mais c'est les deux. C'est-à-dire dans sa fonction de base, c'est exactement ce que tu as dit. C'est en rapport à, par exemple, ce qui est une traduction possible. Mais un des usages très fréquents de ra, c'est de former un adverbe. Donc, quand on dit takpa, c'est tout le temps. Takpar, ça veut dire continuellement. C'est une manière de le traduire comme ça. Le ra crée un adverbe. Mais là, si on avait envie de traduire d'une manière très grammaticale, on dirait chitar, c'est pareil. Chitar, c'est un mot qu'on peut prendre tel quel.
Il n'y a pas besoin de le décortiquer non plus. Mais le ra est une particule, c'est complètement clair. Ça voudrait dire chitar, donc à l'égard de cette façon-là, hein, littéralement, à l'égard de cette façon-là, considérant ce qui est tout le temps, bon, mais là, ça devient tellement lourd, mais bon, disons, mais on est dans le sens. Et là, si on dit ce n'est pas, d'accord. Bon, voilà, mais ça, c'est une possibilité. Donc, c'est une possibilité, on pourrait dire, de coller un petit peu plus à la construction grammaticale. Après, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Une fois qu'on a repéré que le ra a cette fonction, effectivement, adverbiale, on peut dire tout simplement chitar de cette manière, point, on s'arrête là. Takpar, donc continuellement. Main shena, si on dit que ce n'est pas, et puis voilà, puis c'est plus simple. Mais, effectivement, tu as raison, si on gratte vraiment, c'est pour ça que c'est la difficulté dans cette partie-là. Parce que dans cette partie-là, chaque fois je me pose la question, quand je prépare le cours, ben je me dis, attends, je mets le red light, je le mets sur quoi? Sur le ma ou sur le ra? Et puis là, je fais exprès de ne pas mettre sur le ra. Parce que sinon, ben évidemment, on peut zoomer encore plus. Mais si on zoome trop, au bout d'un moment, on ne retient pas l'idée clé. Alors que l'idée clé, c'est quand même bien de l'avoir présente à l'esprit. Donc, chitar, donc takpar, voilà. Et là, on pareil. On a plus la vue d'ensemble, en fait, après. Ben oui, exactement. Ça, c'est la difficulté. Alors, c'est pour ça que main shena se ferait dans la leçon. Dans le vocabulaire ou dans le vocabulaire analytique, je vous mets main pas. C'est-à-dire de manière que vous l'ayez aussi dans un aspect groupe. Parce que au bout d'un moment, c'est une idée. Clairement. Joël, si tu, donc, Kangichir, tu l'as dit. Après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite? Comme particule, Yang aussi. Oui, Yang, absolument. Yang aussi, même si... Alors, le la donne, en fait, le la à la fin de Chen la. Oui, donc, Chen la. En direction de l'autre, je ne comprenais pas parce que je ne voyais pas de verbe, en fait. Et donc, je me suis permis d'aller regarder dans ta traduction littérale. Oui. Tu avais mis entre crochets, donc appartient à un autre. Je me suis demandé, mais comment tu arrives à deviner, en fait, que c'est le sens de appartenir qui n'est pas indiqué là. Alors écoute, là je me rappelle plus, parce que ça fait déjà un moment que j'ai préparé le support. Mais je vais me replonger en regardant simplement le texte. Kangi chiri nyugu yang shen la, sampe yang shen la, nyugu yang shen la, sampe yang shen la, shen de. Kangi chiri nyugu yang shen la, sampe. Bah parce que chaîne, quand tu dis chaîne c'est autre. Donc c'est un peu comme si tu disais, là dans le contexte, Kangichir, c'est pourquoi Nyuguyang, le germe aussi, chaîne là, c'est-à-dire à l'égard de quelque chose d'autre ou appartenant à quelque chose d'autre, par exemple, Sapenyang, Chiente. La graine aussi, c'est un passage compliqué. Hein. La graine aussi s'apparenterait à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que là, je suis pas plus avancé que vous. C'est-à-dire que c'est très difficile de passer du tibétain qu'on lit au tibétain qu'on exprime là. Dans ce cas, autant ici c'est facile, mais et Nyuguyan Shen là, Nyuguyan Shen là, Sampeyan Shente. On est en train de dire que Sampeyan Shente. Bon, le point clé ici, c'est le Shen, Nyuguyan Shen là, Sampeyan Shente. Shen qui veut dire autre, que Nyuguyan Shen. Pour le dire de manière simple, c'est un peu comme si on disait c'est pour exprimer, il n'y a pas d'un côté la graine, il n'y a pas d'un côté la pousse et de l'autre côté la graine.
mais parce qu'on est en train d'essayer de démontrer qu'on ne peut pas comment dire, toute la difficulté de la démonstration, c'est de dire qu'à partir d'une graine, on est d'accord qu'il y a une pousse, mais qu'en même temps, on essaye de dire oui, mais la pousse elle-même ne va pas dépendre de la graine. Et c'est pour ça qu'on va avoir toute cette démonstration qui consiste l'idée de la non éternelle qu'on va essayer d'exprimer comme ça. Mais bon, maintenant, je ne dis pas que c'est très simple quand on lit quand il tire le Nyuguyang Shen là. Nyuguyang, ça veut dire le germe. Nyuguyang, le germe lui aussi, Shen là, donc dépend d'autre chose. Shen c'est autre, mais en même temps, c'est l'idée de dépendre d'autre chose. Mais c'est vrai que là, on n'a pas autre chose, on a juste Shen. Donc c'est assez critique. On a quand même le ladon qui indique la direction d'autre. C'est à l'égard de quelque chose d'autre. Ouais, c'est sûr, à l'égard de quelque chose d'autre. C'est pour ça que, bon, moi, je peux le comprendre comme ne dépend pas d'autre chose. Bon, après, peut-être qu'il faut lire la totalité du passage pour réussir à sentir ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Ça, je dis pas. Mais bon, c'est pas... On s'en sert comme, on va dire, comme point de repère pour les particules, mais maintenant, réussir à vraiment, à partir de là, produire une traduction ou lire et complètement comprendre ce qu'on est en train de lire au moment où on le lit, je dis pas que c'est simple, hein, ça, et c'est pas simple pour moi non plus, hein. La preuve d'ailleurs. C'est pas non plus comme si on lit le journal, hein, ça c'est sûr. Mais bon, notre travail c'est surtout de voir un peu ce qu'on fait avec les particules. Donc ça, c'est sûr que là, c'est un ladon, donc ça peut y un chien. Ouais, là, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire de ça. Non, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus que j'en ai déjà dit ou non, quoi, je sais pas. Non. Mais après, on peut continuer, puis on verra, ça va s'éclairer. J'espère. Oui, parce que il y a le T à la fin, c'est une particule connective, donc là, Ouais, c'est c'est un l'histoire. connecteur. Ça, c'est un indice qui est très utile parce que c'est une particule connecteur, c'est un connecteur pour nous dire que la suite va être une explication de ce qui précède. C'est-à-dire, on pose une idée, que c'est celle-là, c'est-à-dire, hop, hein, si on dit, hein, si on dit que les choses, donc si on dit qu'elles sont pas éternelles, on pose une hypothèse au début. Si on dit que les choses sont pas éternelles, dans ce cas-là, alors, kangichir, parce que, c'est une manière de dire parce que quoi? Parce que Nyuguyang, la pousse aussi, Shen-la, ça peut y un Shen. C'est-à-dire que la pousse, elle va dépendre de quelque chose d'autre, et la graine va dépendre de quelque chose d'autre. Donc, pour le dire de manière simple. Et puis, après, on met un T à la fin de ça. Pourquoi? Parce que là, justement, c'est une partie un peu cryptique, et cette partie cryptique, on va vouloir la préciser. Et donc, toute la suite, tac, 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 ça va être la suite qui est indiquée par le T. Donc, pour faire que cette chose-là, qui apparaît un peu cryptique, elle le soit moins. Donc, on a T, qui est équivalent à nos 2 points, et là, on a la définition. On a l'explication derrière. En général, le T nous sert à ça. Et ici, c'est assez le cas. On a posé nos éléments de base, puis après, on voit. Et puis là, on voit Maïn, etc. C'est-à-dire qu'on est en train, ensuite, d'évacuer tous les possibles. On essaye de prouver la position, et puis on essaye de regarder si ça tient, non, ça tient pas, donc c'est pas ça. Est-ce que ça tiendrait à cause de ça? Non, ça tient pas à cause de ça, etc. Puis on fait comme ça. Pour arriver ensuite, c'est pourquoi, takpar maïno. Et là, on a la fin, teichir, c'est pourquoi, takpar maïno. On dira que ce n'est pas éternel. Donc ça veut dire que là, on commence avec une hypothèse qu'on pose. On va dire, si on dit que c'est éternel, ou que ce n'est pas éternel, admettons qu'on dise que ce n'est pas éternel, pourquoi on dit que ce n'est pas éternel? Et puis alors là, on dit, déjà, parce que la pousse, elle dépend d'autre chose.
Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas éternellement une pousse. Et puis que la graine dépend aussi d'autre chose. Donc, elle n'est pas éternellement une graine. Et puis après, on reprend ça, une espèce d'argument de base. Et puis après, on précise, tac, 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 tac. Et on dit, à cause de ça, on peut vraiment dire que c'est pas éternel. Ça, c'est l'organisation du passage de manière générale. Voilà. Mais maintenant, après, toute cette partie au milieu, ça, donc même plus, ça, voilà, tout ça. Après, ça, c'est les différents arguments. Comme vous avez pu le voir dans la traduction, après, on dit, tac, tac, tac. Même en français, des fois, c'est pas tout simple à comprendre en termes de logique. Mais bon, on essaye, hein. Alors, après, si on continue, donc, qu'est-ce que Béatrice, est-ce que tu continuerais un peu à faire un petit repère de particules, ne serait-ce que ici, ou même, bien sûr, plus loin aussi? Alors, on en est où là déjà? Alors, on en est là. Nyugu. Le pas? Très bien, absolument. Le pas, Nyugu. Alors, le pas, il va, là, par exemple, yin, hein, Nyugu quand yin pas. Hein. Yin pas. Tout à fait. Te, peut-être? Alors, Teni. Te, pour Teni qui fait un groupe, absolument. Sapenma, donc du coup le ma. Ouais, avec le ma. Et Sapenma, yin la. Et le absolument. la, du coup. Et le la, absolument. Donc ça veut dire que ce qui va suivre va se rapporter à ce qui précède ici. À ce qui précède, ça va. Complètement, tout à fait. Et puis, si on dit Nyugu quand yin pa, comment est-ce que tu le comprends? Nyugu quand yin pa. Alors, la pousse, je ne comprends pas. Ouais, non, tout à fait. En fait, quand on dit Nyugu Kanyin Pa, c'est une manière de dire la pousse, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, Kanyin Pa. Ah oui, le Kang qui est une question, qui est quelque chose d'interrogatif. Voilà, donc, Kanyin Pa, c'est quoi? Tout simplement. Hein? La pousse, c'est quoi? Nyugu Kanyin Pa. Puis après, on dit Tenyi, on dit cela. Cette pousse-là, cette pousse elle-même, Tenyi, Sapen Main là. Cette pousse elle-même, la pousse, Sapen, la graine, Main, elle n'est pas la graine. On dit qu'elle n'est pas la graine. Hein. C'est-à-dire, on dit. La pousse et la pousse et la graine et la graine, en fait. Exactement. La pousse et la pousse, la graine et la graine. Mais déjà, là, on voit qu'en disant. Ça ne nous semble rien, mais en disant la pousse et la pousse, la graine et la graine, ça prêcherait en vertu de quelque chose qui est autonome. C'est-à-dire, il y a la pousse d'un côté, il y a la graine de l'autre. D'accord ? Oui, de les séparer. Exactement. Mais en fait... Et c'est pas vrai. Et non. Parce qu'on va nous tirer le tapis sous les pieds de tous les côtés. En général, pourquoi ? Parce que Sapen, après, et là, qu'est-ce que tu peux dire de ça, Béatrice ? Alors, Gakpa, donc le pas. Très bien. Et Sapen Gakpa, ça veut dire? Et Sapen Gakpa. La graine. Gak, non, je me rappelle plus. Ça veut dire arrêter, stopper. Quelque chose qui s'arrête. Alors, quand la graine stop. Ouais, exactement. Et puis lait, la provenance. Hein, et le lait, voilà. J'allais dire ça. Tout à fait. Donc, Gakpa, la cessation, tu peux dire à partir de la cessation. La cessation de la graine. Très bien, à partir de la cessation. La pousse peut-être. Oui, c'est pas mal. Alors, Nyuku, Nyang, non, Jung Jungwa, peut surgir, apparaître. Oui, mais c'est Mayin. Jungwa, Mayin. Elle ne surgit pas. Elle ne surgit pas. Non. Ok. Non, ça se complique. Oui, non, elle ne surgit pas dans le sens surgir. Oui. Non, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que là, ce qui est dit dans ce passage, c'est dire Sapen Gakpa le, c'est-à-dire de la cessation ou à partir de la cessation de la graine, Nyugu Jungwa Main. La pousse ne surgit pas. Exactement.
c'est pas que la pousse surgit parce que la graine a séché. Donc c'est pour ça qu'on nous entraîne dans un raisonnement, on est bien d'accord, hein, je dis pas que c'est facile, hein, mais on nous entraîne dans un raisonnement pour essayer de nous amener à une compréhension qui va nous permettre de décrypter, de défricher et de déchiffrer aussi la réalité en se disant non, c'est pas exactement comme je crois que c'est. Parce qu'en général, pas exactement surgir en fait. Non, parce qu'en général, si moi je pose une graine, je me dis que grâce à la graine, il y a une pousse qui vient. Et puis ça, c'est ma réalité simple. Et ma réalité simple, c'est pas toujours comme ça. Eh ben non, c'est pas tout à fait ça si je regarde en détail. Parce que là, par exemple, là, je pourrais me dire, mais c'est bizarre quand même cette phrase. Parce que en fait, je peux comprendre que il faut que la graine cesse pour qu'il puisse y avoir un germe. Je veux dire, je peux le capter, quoi. Donc on peut s'imaginer que lorsque la graine cesse, la pousse arrive. Exactement. Mais c'est pas toujours ça en fait. Non, c'est pas exactement. Pourquoi ? Parce que quand je dis à partir de la pousse il y a une graine, pour moi j'établis une continuité. D'accord ? J'établis l'idée qu'il y a quelque chose de continu entre la pousse, entre la graine et la pousse. Donc finalement c'est la même chose mais dans un autre état. Parce qu'attention, on est en train de voir Takpa Mayin. Non, c'est pas quelque chose qui est constant. Il n'y a pas d'éternité dans la chose. Oui, et puis si on brûle après, c'est toute la difficulté, la compréhension. Si on brûle une graine ou on l'écrase, elle cesse et il n'y a pas de pousse qui apparaît du coup. Bon, ça, tu as raison aussi, Philippe. Il y a aussi des vérités, comme tu viens de l'énoncer, qui sont des vérités de base. Heureusement qu'il y a vraiment... Non, mais tu as raison. Il y a des réalités qu'on ne peut pas détourner, quoi. Voilà. Littéralement, c'est surgissement, il n'y a pas. Exactement. Surgissement ou surgit n'est pas. N'est pas. Hein, c'est surgit, n'est pas. Grammaticalement, c'est plutôt surgit, n'est pas. C'est-à-dire, une pousse surgit, n'est pas. C'est-à-dire, elle n'est pas, la graine qui cesse n'est pas une pousse qui surgit. Et le wa, tu le traduis. Le wa, il est rattaché à Jung. Ouais, Jung. C'est surgissement, normalement, non ? Oui, c'est surgissement, mais le wa est un nominalisateur. Hein. Et le wa, on va choisir wa ou pas aussi en fonction de la lettre qui précède. Il n'y a pas une différence absolue entre la valeur du pas et la valeur du wa. C'est possible qu'il y en ait une, peut-être. Il faut aller regarder dans le clair miroir. Parce que ça, c'est un réglage très, très fin. Bref, quand on dit Jungwa tout seul, si on isole Jungwa, ça veut dire surgissement. Ça, c'est sûr qu'on peut le comprendre comme ça. Quoi qu'il en soit, la pousse n'est pas un surgissement. Voilà. C'est bête parce que j'ai l'impression qu'on a commencé le cours il y a juste 2 minutes. Ça vous donne cette impression aussi, c'est terrifiant parce que là, je me dis, je regarde l'heure, je me dis... On a déjà explosé le timing. On a déjà explosé le timing et j'ai juste le sentiment qu'on fait que commencer à rentrer dedans. Donc, c'est un peu frustrant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y reviendra, non ? Pardon ? On y reviendra à la limite. Alors, on peut complètement y revenir. Je suis en train de me dire, ça vaut peut-être la peine qu'on revienne, avant d'aller plus loin, qu'on revienne là-dessus, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. De toute façon, sur le Sutra du cœur, on peut y rester sur la pousse de riz, on peut y rester une vie. Hein. Ah, alors ça, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on va y rester une vie. Voire plusieurs. Il n'y a pas de... Mais écoutez, oui. Non, Philippe il ne saura pas. Philippe, il a écrasé la graine. Il a réglé le problème. On a réglé le problème de la pousse de riz. On élimine la graine. Non, mais écoutez... Le problème, c'est que si on change de texte, si on passe au texte suivant la prochaine fois, il va nous manquer un morceau de l'histoire. Tu as raison, il va nous manquer un morceau de l'histoire. Les amis, on ne va pas aller plus loin. Cette partie des 5 aspects, ces 5 aspects de la coproduction conditionnée extérieure, on va travailler ça, d'accord ? Donc, on va essayer de bien comprendre. Donc, la prochaine fois, on reprend ce passage et puis on va au bout de l'argument, d'accord ? Et puis, il va s'éventer cette
La lecture de la leçon 52? Non. La lecture de la leçon. Oui, bien sûr, on pourra faire. Ah oui. Je te fais la lecture de la leçon de 52. Comme ça, vous l'avez à la fin de la vidéo. C'est ça? Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous lis la lecture 52, ok? J'y vais tranquille. Chitar, chepar, main shena, ngun gagpe sapun le, nyugu kewa main. Magakpa le kyang, main ki, désolé, il y a un truc là, bon, c'est pas grave. Sapun yang, gagla teni, ki tse, sangde tenmen shintu, nyugu kewe, deichir, chepar maino. Là, c'est la fin de l'argument. Maino. L'argument ici. On continue. Désolé, il y a aussi un blanc là. Voilà. Ah. Aïe. Chitar, powar main shena, kangichir, nyuguyang, shenla, sapen yang shen. Nyugu, kanyin pa teni, sapen mayin te. Deichir, powar maino. Voilà, ça c'est la lecture avec les particules. Ok? Et puis on prendra la partie dans la leçon 51, puis on va essayer de bien comprendre cet argument. Et puis je vais regarder de mon côté sur la littérature dans les commentaires pour voir ce qu'ils nous disent, qui va peut-être nous aider aussi à comprendre. Ok? On y va comme ça? Très bien. Et on termine avec une dédicace. Sonam di tamche zingpa ni tomne nyepe danam pamje ne kegana chi balab tupa yesi pe tsole dowa dolwaraisho. Voilà les amis, merci pour tout. Courage. On s'attaque, on est totalement fou parce qu'on attaque l'Himalaya sans oxygène, mais bon, on a raison quand même. On va finir par apprendre des choses, il n'y a pas de doute. J'espère que vous n'êtes pas trop désespérés parfois. Mais bon, moi j'ai le sentiment qu'on avance quand même parce que le but c'est d'apprendre l'usage surtout des particules, leurs fonctions, d'apprendre à repérer. Maintenant, c'est sûr que voilà. C'est le paradoxe, parce qu'un sutra, c'est la chose la plus pratique pour apprendre la grammaire, parce que c'est très pic, c'est très systématique, on ne fait pas beaucoup de fioritures. Mais par contre, l'os, et c'est là le paradoxe, c'est que des fois, sous des côtés très simples en termes de construction, les sous-entendus, eux, par contre, ils peuvent être sacrément ardus. Et là, on voit bien que dans le passage, là, ça nous donne du fil à retordre pour comprendre bien la logique. Mais on va finir par comprendre, il n'y a pas de doute. Donc voilà, à la prochaine fois et puis portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. À la semaine prochaine, merci. Merci à vous. Bye bye.